La question de la mutilation ou de l'automutilation a fait l'objet de presque toutes les communications depuis hier. Donc, je trouvais ça intéressant de voir comment dans la fiction on retrouvait cette thématique-là et comment moi, finalement, dans mes travaux, j'en traite, mais d'un point de vue très réel. Je vais commencer avec des vidéos, malheureusement pas sous-titrées. Vous avez la transcription néanmoins de l'extrait d'1 minute que je vais présenter dans la version papier du texte. Ne vous en faites pas, on ne verra pas de détails graphiques de sang ou de choses comme celle-là. Alors, un peu décevant, oui, voilà. On a eu tous les détails dans d'autres présentations. Alors, je vous fais entendre d'abord cette femme ici, qui est une femme transcapacitaire. Je ne vous présente que ça, vous pourrez aller voir le reste par vous-même. Alors, je vais revenir à mon PowerPoint. Donc, vous avez une définition en anglais, je vais la dire tout simplement en français. Donc, la transcapacité, pour les gens qui ne connaissent pas ça, se caractérise par le besoin que ressent une personne qui est identifiée par les autres comme étant non handicapée de transformer son corps en vue d'acquérir un déficit physique ou un handicap. Par exemple, vouloir être amputé, comme on l'a vu avec l'homme, la femme également, devenir aveugle, sourd, incontinent, incontinente, paralysé, etc. Dans mes travaux, je parle de personnes transcapacitaires, de transcapacité. Vous avez peut-être googlé le terme et vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de résultats dans Google. Donc, ce sont des termes que j'ai inventés en français parce que justement, au moment de ma thèse, 2010-2011, les recherches en français étaient complètement inexistantes. Elles le sont encore aujourd'hui en français, sont encore rares même en anglais. Et ce qui existait surtout, c'était soit des termes très médicaux avec une perspective davantage pathologique, ou encore des termes très péjoratifs. Et donc, moi, j'ai voulu utiliser le terme transcapacité, transcapacitaire pour référer communauté des personnes transgenres, transsexuelles, donc on appelle trans de façon générale, et également au terme transabled, inventé en anglais en 2004 par Shane O'Connor, qui était un activiste transcapacitaire. Alors, vous envoyez des termes, je ne m'attarderai pas sur ces termes-là, c'est quelque chose que je vais passer assez rapidement, mais c'est des termes plutôt péjoratifs. Mais si vous les voyez, ce sont des termes synonymes dans les journaux, les magazines, les médias sociaux qu'on va retrouver pour parler des personnes transcapacitaires, et ça appartient, ces termes-là, à une interprétation de la transcapacité comme étant une paraphilie ou une perversion sexuelle. On prend pour acquis que les personnes transcapacitaires fétichisent le handicap et donc on dit qu'ils sont devotees, on dit qu'ils sont pretenders parce qu'ils vont utiliser par exemple des fauteuils roulants pour montrer qu'ils sont en situation de handicap et vont même vouloir transformer leur corps, donc on va appeler wannabe. Donc certains auteurs parlent de DPW, donc devotee, pretender, wannabes. Et c'est exactement la même chose que personnes transcapacitaires. Des personnes qui vont également parler de personnes amputées par choix. C'est une notion qui fait un peu de controverse parce que plusieurs des personnes transcapacitaires vont dire « je ne sens pas vraiment que j'ai le choix ». À vrai dire, justement, je vous montre une petite vidéo de cette femme donc qui a utilisé un produit pour débloquer les drains pour se rendre aveugle. Et justement, un petit vidéo, un extrait dans lequel elle nous dit que elle ne ressentait pas ça comme étant un choix, que c'était tellement un désir fort, important, nécessaire de transitionner que tout simplement, elle l'a fait. Alors, je vous présente 1 minute 15 de cette vidéo. I went blind on purpose, but I don't feel it is a choice. Encore une fois, vous pourrez aller voir la vidéo par vous-même. Donc, ça vous donne un peu une idée, un portrait de ces personnes transcapacitaires. Donc, je voulais vous donner un peu leur témoignage. Je ne m'attarderai pas longuement à cette diapositive parce que j'y reviens justement dans le petit historique que je veux vous faire, mais je voulais vous donner les différents synonymes qu'on retrouve des fois dans les travaux parce que si vous tapez dans Google transabled ou transcapacité, peut-être vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Vous pouvez en trouver davantage avec ces appellations.
Donc, bref, historique, justement, depuis le 19e siècle, on a retrouvé des cas de transcapacité à l'intérieur des archives médicales, mais c'est vraiment dans les années 1970 qu'on a commencé à en parler davantage et on a commencé à en parler sous l'appellation de apotemnophilie. Et c'est un chercheur qui s'appelle John Money, que peut-être vous avez entendu le nom parce que c'est quelqu'un qui a fait des recherches sur les personnes intersexes et sur les personnes transsexuelles dans les années 50, 60, 70. Et donc, il y a deux hommes transcapacitaires qui sont allés voir John Money et qui ont dit « Nous sommes des transsexuels, mais on ne veut pas changer notre sexe, on voudrait changer nos jambes. » Alors, John Money a écrit un papier fin des années 70 sur ces deux cas d'hommes qui voulaient amputer leurs jambes et donc a appelé ça l'apotemnophilie et a interprété ça comme provenant d'un désir sexuel, avec la mention philie à la fin. Amputee Identity Disorder, c'est né autour de 2000-2002 avec deux chercheurs, Greg Firth et Robert Smith. Un d'eux est un chirurgien et ont décidé d'interpréter ce désir comme étant uniquement un désir d'amputation des membres. Donc, soit couper les bras, couper les jambes. Ensuite de ça, autour de 2004 est apparue la notion de Body Integrity Identity Disorder, ou BIID, ce qu'on a entendu dans une des vidéos. Et c'est une interprétation, je vous dirais, qui est pas mal dominante présentement. Comme vous pouvez peut-être le voir si vous êtes familière avec les notions du DSM, qui est la Bible en psychiatrie et psychologie moderne. Donc, BIID ressemble beaucoup à GID, qui est le Gender Identity Disorder, qui était dans le DSM-4. Maintenant, dans le DSM-5, c'est le Gender Dysphoria. Donc, BIID a remporté l'unanimité et ça a été développé par un auteur qui s'appelle Michael First, en 2004, et c'est lui qui a mené la première recherche quantitative avec 52 sujets, 52 personnes dans son étude. Et finalement, dans les dernières années, les 5-6 dernières années, il y a beaucoup d'équipes en neurobiologie qui ont commencé à théoriser et qui parlent de la transcapacité en termes de zénomélie. Et donc, le terme zéno, c'est étranger. Donc, c'est le fait de sentir un membre de son corps comme étranger à soi-même. Alors, et ces gens-là disent que c'est un désordre neurobiologique. La question de la prévalence, et je m'y attarde parce que c'est toujours la question qu'on me pose. On me dit, c'est la première fois que j'entends parler de ça, la transcapacité, qu'est-ce que ça mange en hiver, il y a combien de personnes sur la planète qui sont transcapacitaires? Les gens veulent savoir. Alors, j'ai pas le choix d'y répondre. J'ai fait une petite diapo là-dessus, mais je dis que c'est toujours difficile à déterminer en fonction de plein de facteurs. Premier facteur, c'est que, bon, les recherches sont émergentes sur le sujet, on a peu de données. Deuxième facteur, tabou, stigmatisation, on n'en parle pas, il y a des interdits moraux, les gens sont réduits au silence et donc, on a de la difficulté à avoir des statistiques valides parce que les gens ne veulent pas en parler, sont dans la honte. Troisièmement, la criminalisation du phénomène. Fin des années 1990, début des années 2000, le chirurgien, justement, écossais Robert Smith a performé 2 opérations sur des hommes transcapacitaires, coupé les jambes et donc, Robert Smith s'est vu, après ça, condamné par la presse, évidemment. L'hôpital lui a défendu de performer ces chirurgies-là de nouveau. Il y a eu tout un tollé en Europe, au Royaume-Uni, et tout ça, on a passé des lois. Aux États-Unis également, plusieurs États ont des lois pour interdire ce type de chirurgie. Alors, criminalisation du phénomène fait qu'on a peu de statistiques fiables comme d'autres phénomènes criminalisés. Et finalement, la manière de définir la transcapacité, donc la définition même. Et je vais donner 3 exemples. Premier exemple, ça peut varier en fonction du motif de transition. Hein? Si on dit que la transcapacité, ça provient d'un désir sexuel, ben la prévalence va être plus petite. Si on dit que ça vient d'un motif identitaire, ce que semble dire beaucoup d'études, que ça serait 85-90% des personnes transcapacitaires qui voudraient transitionner parce qu'elles se sentent comme une personne handicapée et non pas parce qu'elles désirent les personnes handicapées sexuellement. Donc à ce moment-là, la prévalence devient plus grande. Ensuite de ça,
les modifications corporelles retenues dans la définition. C'est-à-dire que si on dit que c'est un Amputee Identity Disorder et qu'on ne retient dans la définition que les gens qui se coupent les bras ou les jambes, la prévalence va être plus petite, le nombre de gens qui sont affectés va être plus petit. Si on dit ben c'est aussi les gens qui veulent devenir aveugles, comme la dame qu'on a vue, qui veulent devenir sourds, etc., à ce moment-là, la prévalence est plus grande. Troisième exemple, c'est la séroconversion volontaire au VIH, donc les autres conditions de santé retenues. Il y a des hommes dans les communautés queer qui souhaitent acquérir volontairement le VIH. On va parler dans les communautés de bug chasing. Il y a eu un film assez controversé qui a été popularisé dans les années 2003 avec vous le voyez, une pochette assez explicite. Et ça change avec la PrEP, c'est-à-dire les traitements pré-exposition au VIH. En même temps, il y a toujours un phénomène de barebacking. Je ne pourrais pas m'embarquer dans ces enjeux-là aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que si on prend pour acquis que l'acquisition d'un virus peut constituer une forme de transcapacité, à ce moment-là, notre chiffre, notre prévalence grossit. Mais si on ne les inclut pas, elle est réduite, plus réduite. En somme, si tous les travaux scientifiques s'entendent pour dire qu'il s'agit d'un phénomène assez rare, la rareté, elle est plus ou moins saillante en fonction de quelles personnes sont considérées ou non comme étant incluses ou exclues dans la définition. Donc, au fond, c'était un teaser parce que je ne vous donnerai pas de chiffres. Et je vous ai dit, je vais parler de la prévalence, mais je vais problématiser la prévalence davantage que de vous donner des chiffres. On pourrait s'imaginer que si on a une définition large de la transcapacité, ça pourrait être des chiffres similaires aux personnes peut-être trans, mais je ne m'avancerai pas là-dessus, mais ça serait peut-être ce que je pourrais dire. J'aimerais finalement complexifier encore davantage la question du nombre de personnes transcapacitaires avec la notion de choix. Le groupe dominant n'est jamais vu comme ayant une identité ou une corporéité précise, et c'est revenu dans certaines communications plus tôt. Les corps non handicapés semblent résulter de conditions naturelles et non pas de choix. Une logique similaire s'applique aux personnes non transcapacitaires qui décident de ne pas acquérir un handicap. Donc, par exemple, vous et moi, si on a décidé de ne pas transitionner pour acquérir un handicap, le fait de demeurer dans notre corps, dans nos capacités dites originales, semble naturel, semble aller de soi et ce n'est pas perçu comme un choix. Et seules les personnes transcapacitaires sont vues comme étant des personnes qui font des mauvais choix. Pourtant, comme le montre Robert McCruer, les personnes et les corps non handicapés ne résultent pas de conditions naturelles, mais bien de la répétition d'actions constantes en vue de conserver un corps en santé, un corps non handicapé. Pour faire advenir ce corps, les personnes non handicapées se soumettent donc au script normatif de la santé et du non-handicap, comme éviter de fumer ou d'aller s'intoxiquer dehors, bien s'alimenter, faire de l'exercice, limiter les risques, que ce soit dans la sexualité, le sport, la conduite automobile, mettre sa ceinture, etc. Donc, on fait des actions, on prend des choix pour demeurer non handicapé. J'aimerais aller encore plus loin dans la notion de choix, dans le questionnement de la notion de choix, avec l'exemple de l'artiste pop Victoria Modesta qui, après avoir passé son enfance ayant des problèmes avec sa jambe, elle a subi un traumatisme dans son enfance à sa jambe et donc par la suite elle avait des problèmes de mobilité avec sa jambe et elle n'avait pas nécessairement à amputer sa jambe, mais elle a pris la décision de l'amputer. Elle ne se définit pas comme une personne transcapacitaire, mais tout de moins, la décision d'amputer sa jambe alors que l'amputation n'était pas complètement nécessaire, on peut se questionner jusqu'à quel point, donc, c'est quoi un handicap choisi? Alors, par question de curiosité, combien de personnes ont vu la vidéo de Victoria Modesta? 2 personnes. Donc, je vais en présenter un petit extrait. C'est une vidéo intéressante, je ne la présenterai pas toute, mais et c'est une vidéo qui allégorise bien, à mon sens, les anxiétés, peurs et angoisses que suscite
l'acquisition volontaire de handicap dans nos sociétés. La petite vidéo est faite un peu comme un mini-film. Donc, je vous présente la première partie. Encore une fois, ne vous en faites pas, là, il n'y aura pas de détails très, très graphiques. Au début, on voit une scie, mais c'est tout. Ne vous en faites pas. Encore une fois, je vais vous laisser regarder la suite de cette intéressante vidéo. Mais je trouve que ça révèle beaucoup de nos angoisses par rapport à la possibilité que certaines personnes pourraient avoir de modifier leur corps pour aller dans le sens contraire des normes. Juste question de vous donner une petite idée de l'état actuel. Très peu de travaux, donc tout au plus 200 travaux scientifiques publiés à l'échelle internationale, c'est vraiment trop peu. C'est un phénomène encore extrêmement méconnu, stigmatisé. Le statut, justement, dans le DSM, on parle de 2 mentions à l'intérieur du DSM, à l'intérieur d'autres diagnostics, mais pas de diagnostic en tant que tel. Donc, ce à quoi on fait face, c'est un phénomène réel pour lequel il n'existe aucun diagnostic, aucun statut juridique au Canada, demeure méconnu au niveau de la population du corps médical qui refuse de traiter ces personnes. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a des conséquences dans leur vie. Les professionnels de la santé, quand on leur demande, alors, pourquoi vous refuseriez d'opérer une personne transcapacitaire? Voici les motifs qu'ils disent en ordre d'importance. Donc, on parle de coût pour système de la santé, on dit ça coûte trop cher, on dit, on ne comprend pas pourquoi la personne voudrait cette opération-là, donc on lui refuse. Tellement un bon motif. Je suis ironique. La proposition d'obtenir d'autres traitements, incluant des électrochocs, ainsi que, on dit, évidemment, lorsque cette personne-là sera handicapée, elle sera un fardeau pour la société, sa famille, son conjoint, sa conjointe. Alors, ça donne un très beau portrait également de comment on voit les personnes en situation de handicap. Vous comprendrez encore une fois ici que je suis ironique et que je critique ces motifs. Donc, tout ça a des conséquences sur les personnes transcapacitaires, leurs conditions de vie. Pour vous donner une petite idée, donc, plusieurs vivent dans l'isolement, le secret le plus complet. Certaines des personnes vont transitionner, mais vont être carrément obligées de changer de ville pour pouvoir vivre leur identité. Les personnes transcapacitaires vont également vivre plusieurs problèmes en santé mentale et j'aimerais faire un petit parallèle ici avec les enjeux trans. Souvent, les personnes transcapacitaires vont dire, c'est pas le fait d'être transcapacitaire en soi qui me cause une souffrance, comme le fait de ne pas pouvoir vivre dans l'identité et le corps choisi. Donc, on parle d'anxiété, dépression, obsession sur certaines parties du corps, etc. Et également, plusieurs vont carrément performer les modifications corporelles elles-mêmes. Donc, dans l'étude de Michael First, notamment, 27% ont réussi à le faire, 54% songeaient sérieusement à le faire. Donc, c'est des taux assez élevés. Et pour vous donner une idée, les moyens utilisés vont de se mettre les jambes sur un chemin de fer à un fusil, la scie mécanique, la glace sèche, etc., les produits chimiques comme on l'a vu. Donc, les conséquences sont importantes pour les personnes transcapacitaires. J'aimerais maintenant vous parler de Capacitis et je pense que ce PowerPoint-là, ouais, voilà. Capacitis, donc, ce que moi je dis dans mes travaux, c'est que si une majorité des professionnels de la santé, de la population, les gens en général, refusent de considérer la potentialité de ces opérations transcapacitaires, c'est à cause d'un capacitisme intériorisé. On n'a pas questionné ça. Et donc, qu'est-ce que le capacitisme? C'est un système d'oppression dans lequel les personnes handicapées sont dominées par les personnes non handicapées. C'est un système qui se manifeste de différentes façons au plan juridique, politique, économique, social, médical, normatif. Et donc,
À partir d'une lunette capacitiste, on se dit que avoir un handicap, ça compromet l'autonomie, l'indépendance, la mobilité, la productivité, la normalité et même la désirabilité. Bref, en fonction du capacitisme, une personne handicapée est vue comme anormale, moins bonne, moins sexy, moins apte, moins productive. Et comme l'explique Robert McCruer, le système capacitiste se fonde à la fois sur la présomption à et l'obligation d'avoir un corps non handicapé. Il va parler de compulsive able-bodiedness. Donc, c'est un concept qui est vraiment très intéressant dans son œuvre. Alors, ce que moi je dis, c'est que les réactions d'incompréhension envers les personnes transcapacitaires qui perçoivent la transcapacité comme le passage d'un état normal à anormal, d'un statut de réussite à un statut d'échec, relèvent de ce capacitisme, et alors que les études empiriques qui sont faites avec les personnes transcapacitaires nous montrent que pour elles, une fois la transition accomplie, c'est pas un désastre dans leur vie, c'est pas un échec. Elles sont pas moins productives, au contraire, elles reprennent une vie davantage normale selon nos standards dominants. Le capacitisme est central à deux modèles médicaux du handicap. Est-ce que vous connaissez ces deux modèles? Qui connaît ces deux modèles? Clark, allez un petit peu. OK. Alors, OK. Et Jessica. Donc, je vais les expliquer brièvement. Pourquoi je dis que le capacitisme est central à ces deux modèles? C'est que dans le premier modèle, le capacitisme, il est pris pour acquis. C'est pratiquement le fondement du modèle médical, alors que dans le modèle social du handicap, le capacitisme constitue la cible des critiques. Alors, dans le modèle médical, le handicap est vu comme un problème qui doit être réglé et éliminé à travers des traitements, des chirurgies. On le voit sur la photo, il y a un petit pot de pilule. Le handicap étant vu comme étant la source des difficultés que rencontrent les personnes handicapées. C'est pourquoi, dans ce modèle médical, on veut guérir les personnes handicapées et les assimiler aux groupes dominants qui sont vus comme normaux. Depuis la fin des années 70, par contre, ce modèle-là a été critiqué par les activistes et les activistes ont dit que c'est un modèle justement qui est individualiste, qui est apolitique, qui est capacitiste, qui est assimilationniste, qui ne tient pas compte des structures sociales. Donc, on s'est mis à théoriser justement le modèle social. Alors, les études du handicap vont dire, comme ça a été le cas en études féministes, que le handicap, comme c'est le cas du genre, est une notion construite socialement à l'intérieur d'un système d'oppression capacitiste. Et dans ce modèle social, donc, on va effectuer des distinctions entre trois choses. Première chose, c'est le déficit physique. Par exemple, ne pas avoir de jambes. Okay? Deuxième chose, c'est l'incapacité qui est causée par le déficit. Ne pas être capable de se déplacer avec ses jambes pour se rendre à un endroit. La troisième chose, c'est le handicap. Et on va dire que le handicap se situe à la jonction, donc l'intersection entre l'incapacité et l'environnement. Que l'environnement soit architectural, communicationnel, social, culturel, politique ou autre. Alors, dans le modèle social, c'est l'environnement qui crée le handicap parce qu'il n'offre pas les mesures nécessaires pour la pleine reconnaissance, pour la pleine participation des sujets à la société. Pour reprendre un exemple qui est commun en études du handicap, le problème n'est pas de ne pas avoir de jambes pour se déplacer. C'est quand tu arrives avec ton fauteuil roulant devant des escaliers qui sont non accessibles. Donc, ce qu'on dit, c'est ce n'est pas ton déficit physique qui te limite, mais plutôt la société qui te handicape. Malgré le fait que les activistes et les chercheurs en études sur le handicap aient mis de l'avant un modèle social donc qui est plus respectueux des identités handicapées, ce modèle n'est pas sans limite. Si ça vous intéresse, durant la période de questions, je pourrais vous parler un peu de ces critiques qu'on a fait. Moi-même, dans mes travaux, j'opte pour une troisième voie, un troisième modèle que je nomme socio-subjectif du handicap. Et une des critiques faites à ce modèle, c'est qu'il prend davantage en considération les handicaps physiques que psychologiques ou émotifs, bref, les handicaps visibles plutôt que invisibles. Donc, les personnes transcapacitaires, avant d'effectuer une transition physique, vivent une situation de handicap invisible, c'est-à-dire une situation émotive et psychologique de dysphorie corporelle qui n'est pourtant pas reconnue
ni par la société, ni par les médecins, ni même par les activistes en situation de handicap. Dans une étude, je pourrais vous donner le texte, je vais sauter cette partie-là, mais donc, même les activistes handicapés répondent très négativement envers les personnes transcapacitaires. Je vais également sauter cette partie-là pour rentrer dans le temps. C'est des interprétations négatives que je déconstruis dans mes travaux. Et donc, ce que je dis ultimement, c'est que si la transcapacité suscite autant de réactions négatives, c'est qu'elle ne transgresse pas uniquement les normes capacitistes dont je viens de parler, mais aussi d'autres systèmes d'oppression comme le sexisme, l'hétéronormatif, la cisnormativité, ou ce que d'autres auteurs nomment la transphobie envers les personnes trans, et le néolibéralisme. En effet, les personnes sont vues, les personnes transcapacitaires, à partir du moment où elles deviennent handicapées comme moins aptes, moins efficaces, moins productives, comme un fardeau social et économique, ce qui va transgresser, par exemple, les injonctions capitalistes à être productif, performant, etc. Je ne vais pas discuter de ça, mais si ça vous intéresse, c'est ce papier-ci dans le numéro Femmes extrêmes de recherche féministe qui parle de la transgression de ces différents systèmes d'oppression par les personnes transcapacitaires. Mais la transgression croisée que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est sexisme, genrisme, donc le système de genre, et capacitisme. Alors, les réalités, justement, transcapacitaires ne transgressent pas que les normes capacitistes, comme je viens de le dire, et lorsqu'on effectue une analyse intersectionnelle, c'est-à-dire aux intersections entre sexisme et capacitisme, on voit bien que les personnes transcapacitaires transgressent également les normes de sexe et de genre. L'activiste handicapé et trans Eli Clare dépeint les imbrications du sexisme et du capacitisme et il nous dit que nos conceptions des identités de sexe et de genre reposent implicitement sur des corps non handicapés. Comme il le mentionne, les codes de la masculinité et de la féminité exigent qu'on mette en œuvre des mouvements, des postures, des façons de s'exprimer qui présupposent des corps non handicapés et qui sont parfois difficiles ou impossibles à exécuter pour des personnes en situation de handicap. Et donc, ces personnes handicapées, en fonction des normes capacitistes, sont dégenrées et désexualisées. Alors, j'ai une citation ici de Eli Clare qui dit « Disabled people find no trace of our sexualities in that world. We are genderless, asexual, undesirables. Think first about gender and how perceptions of gender are shaped. To be female and disabled is to be seen as not quite a woman. To be male and disabled as not quite a man. The mannerisms that help define gender, the ways in which people walk, swing their hips, gesture with their hands, move their mouths and eyes as they talk, take up space with their bodies, are all based upon how non-disabled people move. The construction of gender depends not only upon the male body and female body, but also upon the non-disabled body. Donc, si, comme le stipule Eli Clare, les conceptions dominantes du genre privent les personnes handicapées d'une pleine identification aux catégories d'hommes et de femmes, c'est possible d'étendre ça aux personnes transcapacitaires. Et donc, elles vont susciter des résistances parce qu'elles transgresse à la fois le capacitisme et justement les normes de genre. En se positionnant, dans une situation de handicap, les personnes transcapacitaires sont davantage à risque d'être dégenrées et désexualisées. Ces personnes-là ne sont plus vues comme ayant un corps normal, ne seront plus considérées comme des vraies femmes, des vrais hommes, et selon le regard hétéronormatif, ne seront plus aussi désirables. Et ça m'amène aussi à faire des liens dans mes travaux entre les personnes transcapacitaires et les personnes transgenres. Dans mes travaux, j'interroge les postulats qui empêchent de concevoir le continuum entre transgenrisme ou transsexualité, selon les appellations, et la transcapacité, et montre comment leur conceptualisation comme étant deux phénomènes étanches, distincts, provient d'une analyse non intersectionnelle de la transsexualité, vue comme relevant uniquement du sexe et du genre, mais pas des capacités, et une analyse non intersectionnelle de la transcapacité et des capacités qui est vue comme relevant juste du corps, mais pas du sexe et du genre. Autrement dit, ne pas reconnaître les continuités entre ces deux pratiques repose sur une vision capacitiste
du sexe-genre et une vision cisnormative ou transphobe des capacités, incapable de voir les imbrications entre sexe, genre et capacité. Comme on vient de le voir, donc, nos conceptions genrées reposent implicitement sur des corps non handicapés. Il est donc clair que changer ses capacités, comme je l'ai mentionné, a une incidence sur la représentation sociale de son sexe, de son genre. Par ailleurs, changer son sexe et son genre modifie les capacités dans bien des cas. Faire une transition implique souvent de perdre ses capacités reproductives dites naturelles et les traitements, les chirurgies trans, bien que voulues, nécessaires, positives, s'accompagnent parfois de conséquences négatives, d'effets secondaires qui vont produire des incapacités. Si ça vous intéresse, j'ai parlé de ça dans cet article Feminist Review où je parle de transness as disability, as debility. Donc, changer de sexe-genre peut aussi modifier le statut capacitaire. En somme, ce que je critique dans mes travaux, c'est l'absence d'une analyse intersectionnelle permettant de voir les entrecroisements entre les systèmes de genre et le capacitisme, ainsi que la vision fragmentaire du corps qui trace une frontière entre ce qui relève des études sur le handicap et ce qui appartient aux études de genre, trans et des sexualités. Comme je le dis dans un article que j'ai aussi apporté pour vous, je vais faire une traduction libre. Alors, je dis... Les études sur le handicap sont concernées par les différences corporelles par les corps qui diffèrent des normes capacitistes, mais s'arrêtent soudainement aux marqueurs de sexe et de genre. Une différence corporelle qui implique la main, le dos ou d'autres parties du corps sont du domaine des études sur le handicap, mais à partir du moment où les organes génitaux sont impliqués, ça relève du champ des études trans, des sexualités et de genre. Ce que je montre dans ce même article, c'est comment le refus de voir les continuités entre la transsexualité et la transcapacité, donc, repose sur une cisnormativité en études sur le handicap et un capacitisme en études trans. Donc, en études sur le handicap, on accepte de parler de parties genrées et sexuées du corps, comme cancer de la prostate, cancer du sein, etc., si et seulement si ces parties sexuées ne résultent pas d'une transition, dont on exclut les personnes trans. En études trans, par ailleurs, les campagnes de dépathologisation des identités trans qui visent à montrer que la diversité de genre, comme la diversité sexuelle, n'est pas une maladie, se fait souvent sur le dos des personnes handicapées. Alors, j'ai des pancartes ici que j'ai moi-même tenues et que je critique désormais, où on voit les transidentités, les identités trans ne sont pas une maladie, transgender people are not mentally ill, etc. Donc, les groupes activistes trans, dans leurs revendications, vont souvent avoir des propos capacitistes et discriminants, vont reléguer les personnes malades et handicapées au statut de l'autre. En somme, lorsqu'on dénonce la cisnormativité au sein des études sur le handicap et des mouvements des personnes handicapées, le capacitisme au sein des études et des mouvements trans, c'est qu'on adopte une vision holiste du corps qui ne fragmente pas ses diverses composantes. On voit bien que transsexualité et transcapacité se retrouvent sur un même continuum et que le changement de ces marqueurs de sexe peut modifier ses capacités, tout comme le changement de ses capacités peut influencer son sexe-genre. Alors, je voulais juste vous dire, et je vais sauter très rapidement sur la conclusion, des éléments de ma conclusion, mais que pour moi, la transcapacité est vraiment un bon exemple pour montrer l'existence de ces différents systèmes d'oppression, leur entrecroisement subtil. Je sais que c'est un exemple qui peut paraître extrême pour certaines personnes, mais c'est justement parfois en utilisant des exemples extrêmes, et je prends le postulat que si on est capable de développer des réponses accueillantes et positives envers des demandes plus extrêmes, nécessairement, on sera plus apte et ouvert et ouverte à développer des réponses accueillantes envers des demandes qu'on considère moins excessives. Alors, mon but est toujours d'encourager les solidarités entre ces différents mouvements sociaux et donc davantage de rapports harmonieux au sein de nos mouvements sociaux. Je pourrais développer davantage sur certaines questions qui vous intéressent, mais je m'arrête là pour l'instant. Merci.